On va commencer euh, et nous prendra en cours de route. Donc, messieurs, bonjour. Merci pour votre présence. C'est important de traiter le sujet de l'innovation et de l'intégration industrielle, notamment pour les énergies propres et l'efficacité énergétique. On en a largement parlé et on a évoqué cette question assez largement tout au long de la journée d'hier. Un élément fondamental, véritablement fondamental dans les les succès des politiques ou en tout cas des programmes et projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, c'est le choix technologique. Donc, si les choix technologiques sont bons, déjà il y a une bonne base de départ qui permet à tout un chacun de faire son métier et qui donne une bonne chance de succès aux différents projets qui peuvent être engagés et financés. Autour de la table, nous avons aujourd'hui Monsieur Pierre Villeneuve, qui est le CEO de la société Anthos Air Power. Alors, comme le dit le nom de cette société, c'est une société qui travaille sur l'air comprimé. Alors, on a fait le choix de l'originalité. Nous pouvions traiter des sujets beaucoup plus classiques, mais bon, c'est bien aussi d'être originaux et de montrer qu'il y a autre chose et qu'on peut faire les choses autrement et avec véritablement beaucoup d'avantages. C'est ce qui va être explicité par Pierre Villeneuve tout à l'heure. Il y a aussi Monsieur Bertrand Chapuis, qui est qui est avec nous, qui est un spécialiste de l'hydrogène. Il fallait bien parler de l'hydrogène. Et c'est un sujet qui est, disons, à la mode. C'est une technologie qui est grandissante, qui n'a pas encore toute la maturité qu'on en attend. Par contre, c'est une technologie prometteuse par les performances qu'elle a démontrées, qu'elle soit environnementale ou qu'elle soit en termes de production d'énergie ou autre. Véritablement, c'est un secteur qui ne pourra pas du tout être ignoré, qui fera partie du périmètre. Quant à Monsieur Philippe Malbranche, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, fait partie de Solaire International. Donc je propose que nous commencions tout de suite le débat. Je crois savoir que Monsieur Philippe Malbranche voulait commencer parce qu'il a une contrainte. Vu les problèmes qu'il rencontre lui-même de connexion nous allons commencer. Donc, je vais demander à Pierre Villeneuve de commencer. Si tu veux bien, Pierre, une introduction. Ce que fait Anthos Air Power et quelles sont les solutions en matière d'énergie propre qu'Anthos Air Power est capable d'apporter aujourd'hui et comment tout cela, ça se positionne par rapport aux technologies concurrentes. Merci beaucoup, Pierre. Merci Ahmed, je suis heureux de participer à ce débat aujourd'hui. Je vais vous parler donc d'un vecteur d'énergie exceptionnel qui est l'air comprimé, qui est l'air d'abord et l'air comprimé, à travers l'expérience d'Anthos Air Power Normandie et de ses partenaires québécois et italiens. Anthos Air Power Normandie travaille depuis plusieurs années, 4 ans aujourd'hui, sur l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la mobilité. Les diapositives sont disponibles. Elles sont vues en ce moment? Ah, d'accord. Bien. Donc, juste un instant. Donc, l'air comprimé, donc un vecteur d'énergie dont les avantages sont la simplicité. C'est une technologie qui est accessible aujourd'hui, à la fois d'un point de vue économique et à la fois d'un point de vue technologique. L'invention qu'exploite Anthos Air Power Normandie,
est une invention unique qui vient de l'idée d'utiliser des moteurs existants, donc une technologie qu'on connaît depuis longtemps, qui est exploitée sur tous les continents, qui est le moteur à explosion. Donc aujourd'hui, Antos Air Power Normandie transforme, à travers un rétrofit, des moteurs diesel ou essence en moteurs 100% air comprimé. Le changement se fait au niveau de la culasse du moteur, donc elle peut se faire sur des implantations déjà opérationnelles ou sur des véhicules ou groupes électrogènes neufs. Rapidement, les avantages, la durabilité, on est sur des équipements qui ont été conçus pour travailler à des températures extrêmes, avec des variations de température extrêmes, des dilatations importantes, des pressions importantes autour de 200 bars dans les diesels, alors qu'on va les utiliser à température pratiquement constante autour de 35-40 degrés, donc très peu, presque plus de dilatation, avec des pressions maximum de 50 bars, donc beaucoup moins de pression que dans l'appareil original. D'autres avantages sont, d'un point de vue économique, l'utilisation, grosso modo, imaginons une énergie, un air comprimé produit à partir de photovoltaïque, on aura un coût CAPEX, OPEX, donc un coût global de matériel et d'opération, à peu près 50% du coût du diesel en exploitation. Donc, un avantage économique, une modularité. On travaille aujourd'hui sur des premiers produits autour de 25 kilowatts de puissance. On travaille avec la société Hydro-Québec sur un générateur de 150 kilowatts et sur de petits générateurs de 5 à 10 kilowatts. Ces groupes électrogènes peuvent être mis en série, donc extrêmement modulaires, sur de toutes petites installations ou sur de grandes installations. Maintenance facile qu'on connaît aujourd'hui, on est sur un produit qui pourrait être entretenu par n'importe quel bon mécano. Et son empreinte environnementale est très très faible. Pas de métaux rares dans sa fabrication, pas de métaux lourds à recycler à la fin. Utilisation d'équipement qui a déjà dans son cycle de vie, qui a déjà eu son impact, donc très peu d'impact au niveau de sa fabrication. Notre approche a été développée autour d'une idée, utiliser toutes les ressources locales disponibles pour un village, une ville, une industrie, pour produire l'énergie locale et la mobilité propre. On travaille avec des partenaires qui ont des technologies au niveau de la pyrolyse, une pyrolyse laser très facile à intégrer, petite, qui permet d'intégrer le traitement de déchets dans l'habitat, dans l'environnement, les énergies renouvelables qu'on connaît, le photovoltaïque, l'éolien, et l'air devient un catalyseur, devient l'outil d'une synergie de l'ensemble de ces énergies qu'on aura stockées, et cet ensemble nous permet de redonner au village, à la ville, à l'industrie, ce dont elle a besoin en énergie calorifique, électrique, mécanique, pour les véhicules en particulier, et du froid. Une particularité du système, c'est que tout en reproduisant énormément d'énergie électrique, qui est son premier objet, le système va produire du froid en quantité importante entre moins 50 et moins 100 degrés. Je vous montrerai tout à l'heure une installation qu'on a fait au Maroc, et vous verrez qu'avec du soleil, on produit de la glace. Donc, c'est un avantage gratuit, entre guillemets, qui vient de la production électrique, tout en ne réduisant pas la production mécanique puis électrique. Aujourd'hui, on s'attache à deux marchés principaux. Les groupes électrogènes avec une variété de puissances,
je dirais entre 6 et 150 kilowatts de puissance. En kilowattheure d'énergie stockée, on peut dire que c'est illimité. Ça ne dépend que de l'espace et du budget. Donc, on n'a pas de contraintes au niveau des mégawattheures que l'on peut stocker. Pour donner une idée, dans un container maritime, on stockera à peu près 2 mégawattheures d'électricité et une quantité de froid disponible. L'autre marché que l'on développe, c'est le marché du véhicule utilitaire, en se concentrant sur la base fourgon, donc un fourgon, un minibus et des véhicules réfrigérés, etc. Donc, le véhicule utilitaire, on ne s'implique pas aujourd'hui dans le véhicule de grand public. On est vraiment sur le véhicule, la livraison centre-ville, le véhicule des artisans, etc. Et aussi tout ce qui est maritime, puisque l'implantation de la technologie dans des véhicules, dans des bateaux, est une chose relativement simple. Si je reviens du côté groupe électrogène, évidemment, c'est la capacité de mettre en autoconsommation des sites hors réseau, chantiers temporaires, des fermes isolées, des sites après des événements climatiques problématiques. Évidemment, la sécurité énergétique, les groupes électrogènes classiques dans les hôpitaux, les cinémas, les restaurants, le stockage des énergies intermittentes renouvelables, photovoltaïque, éolien, hydraulique, comme on le travaille avec Hydro-Québec en ce moment, l'équilibrage des réseaux, ceux qui veulent faire un peu du trading d'énergie sur les réseaux, et évidemment toute la chaîne du froid. Aujourd'hui, au niveau de la mobilité, donc les véhicules dont j'ai parlé, et on travaille sur des projets en Méditerranée, sur des petits bateaux d'une douzaine de mètres. Ici, on va passer rapidement une comparaison hydrogène, électrique, air comprimé. Je vais être clair, on est tout à fait conscient qu'il faut les trois. Donc, on n'est pas mieux ou à la place d'un autre. On ne cherchera pas aujourd'hui à avoir les autonomies de l'hydrogène, qui offre des avantages exceptionnels de ce côté-là. On ne s'intéresse pas aux petits véhicules où l'électrique fait très très bien l'affaire. On a un certain créneau et on pense qu'il faut absolument utiliser toutes les technologies que l'on a de façon complémentaire et pas se battre les unes contre les autres. Donc, je vais vous dire quelques mots et ensuite je redonnerai la parole, quelques mots d'une installation qu'on a fait l'an dernier au Maroc, dans la région de Rabat. On a dû installer, suite à des problèmes de douane à l'arrivée au Maroc, en un peu plus d'une journée, une installation complète avec 10
Je continue la présentation sur le projet installé au Maroc. Donc, une alimentation d'une ferme de 12 hectares, une ferme avec de la vigne sur 12 hectares. Donc, avec cette installation de 10 kilowatts de modules photovoltaïques, on alimente des pompes sur les bassins que l'on voit ici, des pompes pour irriguer 12 hectares de ferme. L'avantage, l'objectif que l'on avait en s'installant sur ce site était de diminuer la consommation d'eau. Aujourd'hui, en installant un système comme celui-là, on remplace évidemment l'utilisation du méthane. Il y a des avantages environnementaux et économiques de le faire. Et par rapport à ce qu'on pourrait appeler des pompes solaires, on apporte l'avantage d'utiliser l'énergie et d'irriguer au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire pas quand le soleil est au plus haut, mais au début de la journée, à la fin de la journée. Ce faisant, en combinant avec du photovoltaïque sur les bassins, on arrive à couper facilement la moitié de la consommation d'eau et qui était un des objectifs principaux. Autre avantage, c'est que on a pu, dans cette démonstration là-bas, en quelques minutes, dans le container que vous voyez sur la gauche, produire de la glace. Donc, avec le soleil, on a produit de la glace. Aujourd'hui, je dirais que l'utilisation est un petit peu ouverte à ceux qui peuvent avoir des idées, produire du fromage, conserver des fruits qu'on ne pouvait pas conserver avant. Tout ça en autonomie à partir de l'énergie photovoltaïque que l'on aura stockée. On peut imaginer la même installation en bord de Méditerranée dans un village de pêche où l'on pourra à ce moment-là conserver la pêche plus longtemps, avoir une autonomie et dans un autre contexte, dans un village isolé, produire l'énergie pour l'éclairage du village le soir et fournir à la fois l'énergie et le froid pour un dispensaire, la nourriture que l'on peut conserver dans un marché central. Et voilà, donc il y a énormément d'utilisation sur la partie statique. Évidemment, la partie mobilité est plus connue et on a des avantages évidemment environnementaux très, très nets. Donc, c'était un petit peu la présentation que je voulais vous faire et puis je passe la parole aux autres. Merci Pierre. Effectivement, cette technologie est quand même c'est exceptionnel. Tu as été très modeste parce que au niveau mobilité, ta société a quand même travaillé en Normandie, déployé des solutions, des premières solutions de mobilité, fait tourner les premiers utilitaires que j'en ai conduit un, que j'en fais pas la différence avec mais vraiment pas. Hein, je veux dire. Sauf qu'on a plus de tonus sous la pédale, comme on dit. C'est quand même assez exceptionnel. Quant au froid, la production de froid, la démonstration qui a été faite au Maroc, j'étais présent et c'était impressionnant la vitesse à laquelle le froid en tout cas la glace a été produite. C'était juste le temps d'aller consulter le goutte à goutte pour bien vérifier que le pompage fonctionnait, qu'il était correctement alimenté en électricité. Le temps de faire l'aller-retour, bien, on avait déjà la glace qui était là, qui était disponible dans le conteneur. C'est assez exceptionnel, véritablement. Oui, c'est la vérité. Enfin, ce que je dis là, c'est ce que je pense. Bon, je pense que Monsieur Philippe Malbranche est avec nous. Je pense que vous êtes en Inde, si j'ai bien compris. En tout cas, vous êtes en position assez éloignée. Et si vous m'entendez, je propose de vous donner la parole et nous vous écoutons, Monsieur Malbranche. Ok, je vous remercie. Attendez, je vais essayer de cadrer un petit peu mieux. Voilà, je pense que peut-être vous me voyez et vous m'entendez. Tout à fait.
Donc effectivement, j'ai été directeur général de l'INES en France, et depuis le milieu de cette année, j'ai rejoint l'Alliance solaire internationale en tant que directeur des programmes. Alors l'Alliance solaire internationale, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une initiative qui a germé au moment de la COP 21. Et qui depuis a bien mûri. Le lancement officiel a été début 2018, et donc là on va aller vers on est au cours de la 2e année et demie, et on va aller bientôt vers le 3e anniversaire. À l'heure actuelle, le nombre de pays membres a bien augmenté depuis l'initiative des pays fondateurs, et nous en sommes à 88 pays membres, et ça va continuer d'augmenter, essentiellement par le fait que jusqu'à présent, dans le sens du traité, la possibilité d'être membre était accordée qu'aux pays de la zone intertropicale, donc entre le tropique du Cancer et du Capricorne. Et cette mention est en train d'être levée. Il faut que cet amendement soit encore ratifié. Il n'y a plus que 3 pays qui doivent le ratifier avant que cet amendement entre en vigueur. Et là, tous les pays du monde entier pourront rejoindre. Et je pense qu'on dépassera rapidement la centaine de pays membres, en route vers quasiment les 200, ou les 194, je crois, pays membres des Nations Unies. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'historique de l'Alliance. Maintenant, pour en venir aux actions, l'objet fondamental de l'Alliance, c'est d'encourager l'utilisation du solaire partout dans les pays membres, et pour cela, il s'agit de faire passer l'information sur toutes les possibilités du solaire, d'émettre des recommandations, de faire des recommandations qui peuvent être aussi bien techniques que non techniques. Ça peut être des recommandations sur la réglementation, l'environnement légal, la conduite des projets, le financement, les différents modes de financement, les différents business models associés, la formation, comment mettre en place des opérations de formation, donc des recommandations sur tous les thèmes importants au développement du solaire. Et puis le dernier volet d'action, c'est la mise en place ou l'aide, la contribution à la mise en place de projets ou d'initiatives particulières. Alors il y a des initiatives dans le domaine de la formation. Il y a une initiative célèbre par le fait que c'est le Premier ministre Modi qui l'a lancé, qui s'appelle One Sun, One World, One Grid, c'est-à-dire une vision d'un réseau unifié sur toute la planète, dans lequel le solaire pourrait contribuer en permanence, le soleil étant toujours disponible sur une partie de la planète, et donc il y a cette vision d'interconnexion des réseaux électriques, des réseaux de gaz. J'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui parlerait de l'hydrogène, qui sera un facteur très important pour la satisfaction des besoins, la stabilité sur les réseaux, l'hydrogène produit par les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien permettront la production massive d'hydrogène propre et moins cher, ce qui limitera, ne serait-ce qu'économiquement, le recours aux fossiles. L'Alliance mène aussi, alors j'ai parlé des 3 volets d'action, amélioration de l'information, émission de recommandations, et puis aide à la mise ou contribution à la mise en place de projets. Nous sommes aussi structurés selon 7 programmes qui définissent
différentes actions. Alors les deux premiers programmes qui avaient été lancés à la première réunion de New York, les deux premiers étaient liés aux usages agricoles de l'énergie solaire en site isolé, comme le pompage. Mais ce qui va autour du pompage, c'est-à-dire de toutes les actions d'aide au soutien aux activités économiques. Il ne s'agit pas juste de pomper de l'eau pour produire plus, mais aussi il faut valoriser tout ce que l'on produit. Et ça peut être en séchant, en réfrigérant, en pasteurisant. Enfin, et donc là, le solaire peut aussi intervenir. Donc, non seulement à la culture, mais aux activités économiques au sens large. Donc ça, c'était le premier programme. Le deuxième programme, portant sur un volet très important, hein, on dit toujours que c'est les investissements, les finances qui sont difficiles à mettre en place. Et donc le deuxième volet, en anglais, s'appelle Affordable Finance at Scale, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils financiers qui permettent plus facilement l'investissement sur les systèmes à énergie solaire. Ensuite, il y a eu d'autres programmes qui ont été mis en place sur des volets plus techniques, plus précis, comme mini-réseaux, donc les systèmes mini-hybrides, diesel, solaire, éventuellement plus batterie. Les toitures solaires, qui peuvent être raccordés réseau ou non, et raccordés réseau avec ou sans stockage. Les grandes centrales, ça a été le cinquième. Ensuite, le sixième a été celui mis en place sur la mobilité solaire, donc qui porte sur l'assemblage de l'usage des véhicules électriques et la recharge par du solaire. Ce programme mobilité électrique associe aussi la vision stockage. C'est un programme qui s'appelle e-mobility and storage. Et le tout dernier, le tout récent, qui vient d'être mis en place, porte sur un volet important au-delà de l'électricité, c'est-à-dire un programme qui s'appelle en anglais Heating and Cooling, Solar Heating and Cooling, donc tout ce qui concerne les applications thermiques vers le chaud, basse température pour le résidentiel ou haute température pour les process industriels, et puis la réfrigération positive pour la conservation des aliments, ou réfrigération négative, donc congélation. Voilà le dernier programme qui a été mis en place. Alors, je peux continuer encore à en parler un peu, ou je peux repasser la parole. C'est un peu comme vous voulez, selon que j'oriente. Dites-moi si je dois m'arrêter là ou enchaîner sur les innovations technologiques qui sont l'objet de la... Enchaîner sur les innovations technologiques, vous êtes très attendu sur ce sujet-là. Que fait l'Alliance solaire internationale en matière de soutien à l'innovation technologique? Quelles sont ses actions au niveau des choix technologiques? Véritablement, Ok, donc pas de problème pour continuer. Alors, au risque de vous décevoir, l'Alliance ne contribue pas directement, disons par elle-même, à des innovations technologiques, comme ça pouvait être le rôle d'un centre de recherche comme l'INES, que je connais bien, ou comme d'autres centres de recherche en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Nous ne sommes pas en première ligne sur la réalisation nous-mêmes des innovations technologiques. Mais quand on prône un développement accru du solaire, bien évidemment, on se fait le porte-parole des demandes du terrain, et nous allons contribuer aux innovations technologiques par cette remontée des besoins en provenance de nos pays membres, et la mise et l'incitation à participer à ces différents défis technologiques que l'on va reporter vers les centres de recherche. Alors,
que fait-on là-dessus? Nous essayons de mettre en place, nous travaillons à l'heure actuelle en partenariat avec l'ONUDI sur la mise en place d'un réseau des différents centres. L'acronyme est en anglais STAR-C, donc Solar Technology Application and Resource Center. L'idée est de mettre en réseau des différents centres de compétences dans les différents pays et d'être plus efficace par une meilleure coordination ou par un meilleur échange des données, c'est-à-dire échange des procédures, échange des modes de formation ou échange des élèves ou des étudiants qui peuvent être en stage ou faire des thèses, des PhD en anglais. Donc ça, c'est un moyen d'accompagner, d'orienter la recherche et de l'accompagner, c'est-à-dire de la faire dans des cadres optimaux pour la réalisation de cette recherche. Alors, sur quoi ça peut porter? Il y a tous les volets de l'amont à l'aval. La suite sur l'accompagnement à la mise en place sur le terrain. Alors, les différents volets de l'amont à l'aval, là je parlerai plus au titre de ma casquette précédente. C'est vrai que le solaire, on est toujours en recherche des baisses de prix, qui passent par l'augmentation des rendements des cellules et donc des modules. Donc ça, c'est un des volets importants, donc qui vise à faire baisser le coût de revient du Watt-Crête, qui a déjà baissé énormément, mais qui peut continuer. On est sur des marchés de plus en plus importants, des capacités de production industrielle de plus en plus importantes, et tout cela, enfin, chaque nouvelle capacité industrielle se fait en général sur des technologies qui proposent des rendements toujours un petit peu plus élevés que les versions précédentes, alors qui correspondent à une meilleure efficacité des process de fabrication, une moindre utilisation des matériaux. Donc l'enjeu, c'est toujours d'augmenter les rendements et de baisser le bilan matière et donc de baisser les coûts. Ça, c'est au niveau des cellules. Et les enjeux au niveau de la R&D, c'est de passer des 24-25% que l'on obtient au niveau R&D vers le 28 ou le 30%, qui sont le Graal ou les objectifs de recherche de la plupart des laboratoires de recherche. Ensuite, il y a un volet très important qui porte sur les modules, et faciliter la pose, l'intégration des modules est une autre source de baisse des prix. Alors, les modules garderont leur même aspect rectangulaire, en verre, pour les grandes centrales classiques. Mais il y a tout le volet où les modules seront aussi de plus en plus souvent intégrés dans des composants du bâtiment, dans des toitures où il y a besoin de légèreté, dans des façades, dans l'environnement bâti, des murs anti-bruit, des clôtures, des balcons, dans les véhicules, les modules intégrés dans des véhicules, et que ce soit des triporteurs, des tricycles, ou bien évidemment des 4 roues, des véhicules légers ou des voitures un peu plus grosses, il y aura un intérêt de plus en plus marqué sur l'intégration directe du photovoltaïque dans les voitures. Dans les véhicules au sens large, tout le monde a entendu parler de l'avion, de Bertrand Piccard, Solar Impulse, qui a fait le tour du monde uniquement à partir de l'énergie solaire. Les satellites fonctionnent uniquement à partir de l'énergie solaire.
Et donc l'intégration sur les ailes des avions, sur les coques des bateaux, sur les voiles, sur les ponts des bateaux, sur les toits des ferryboats, tout ça, ce sont des options aussi qui vont prendre de l'importance. Juste une petite remarque au passage, le photovoltaïque dans les transports peut représenter autant que ce que pourrait représenter le photovoltaïque dans le système électrique global. On imagine une vingtaine de terawatts à terme d'ici 2050 dans le système électrique à périmètre actuel constant. En rajoutant l'électrification des transports et donc la solarisation des transports, on peut imaginer ajouter une vingtaine d'autres terawatts dédiés au transport, qui passeront évidemment par les réseaux renforcés, et éventuellement pour une petite partie par l'hydrogène. Et puis l'enjeu industriel est important aussi, et il y aurait pour les industries de sidérurgie, d'industrie des engrais, toute industrie qui sont très consommatrices d'énergie, le solaire qui produit de l'hydrogène pourrait représenter, en produisant de l'hydrogène qui va ensuite sur les usages thermiques, pour les process de fabrication de l'acier, du ciment ou des j'allais dire fertilisants, des engrais, tout ça pourrait représenter aussi une autre vingtaine de terawatts d'ici 2050. Donc ce sont des enjeux énormes. Là je donne des visions macro sur l'utilisation donc sur l'utilisation du solaire dans les systèmes dans les différents usages. Voilà, je n'ai pas parlé j'ai parlé très globalement de manière macro des systèmes. Pour revenir plus précisément dans le système électrique, les systèmes portent sur tout ce que l'on appelle le off-grid, donc le hors-réseau. Un des enjeux forts de l'Alliance, c'est de contribuer à l'électrification de toutes les personnes qui n'ont encore pas l'accès à l'énergie. Donc là, on a toute la gamme des lampes portables aux petits solar home systems, donc les petits kits domestiques, où on peut avoir jusqu'à la recharge du téléphone, voire un écran de télé ou un ordinateur, un peu de ventilation, de réfrigération ou de pompage, et c'est l'utilisation domestique individuelle. Et puis, j'en ai parlé au niveau des programmes, quand on grossit un peu dans le off-grid, on arrive jusqu'au mini-réseau, donc déconnecté des réseaux principaux, mais qui fonctionne quand même sur la base d'un petit réseau, qui peut être alimenté soit 100% solaire plus batterie, soit plus souvent sur des mix solaire plus groupe électrogène, déjà existants ou non. Ensuite, au niveau des systèmes, il y a tous les systèmes connectés réseau. Et là, il y a du plus petit, le petit système individuel avec des onduleurs, soit simplement connectés réseau, soit qui peuvent être à même, dès lors qu'il y a une batterie, de subvenir à l'absence de réseau, qui peuvent contribuer soit à la sécurisation de l'approvisionnement énergétique, soit à une meilleure augmentation des taux d'autoconsommation que l'on peut avoir dans un petit système. Et évidemment, la même chose peut être faite à un niveau plus important, donc non plus l'échelle du kilowatt ou de la dizaine de kilowatts pour des applications domestiques, mais arriver jusqu'aux échelles de centaines de kilowatts ou mégawatts pour des usages sur des bâtiments collectifs, sur des bâtiments commerciaux ou industriels, où là, très couramment, on peut, sur des surfaces de toiture, d'entrepôts, de magasins, d'usines, on peut insérer d'une centaine de kilowatts à quelques mégawatts, évidemment selon la taille des surfaces disponibles. Et puis le dernier volet, c'est la grande centrale, là typiquement qui nécessite un
un investissement fort qui nécessite de la place sur Terre, mais pas forcément. De plus en plus, on entend parler des applications flottantes, donc sur des réserves d'eau, sur des réservoirs, des lacs, pour éviter l'usage bien évidemment, l'usage de terres agricoles. Et ça me permet d'ailleurs de faire la transition avec le fait que, en matière d'agriculture, on peut aussi imaginer une intégration de plus en plus symbiotique, je dirais, entre le solaire au-dessus des cultures, c'est-à-dire le solaire étant utilisé en ombrière pour certaines cultures. Alors ce que je dis là n'est pas valable pour toutes les cultures, hein. Il y en a qui... les oliviers, la vigne ont besoin de soleil, hein, donc il est peu question de les couvrir de panneaux, mais il y a des usages comme le maraîchage qui nécessitent de toute façon des ombrières, et ces ombrières peuvent être, cette fonction ombrière peut être remplie par les panneaux solaires qui produisent pour une partie de l'électricité, pour le reste qui laissent passer la lumière nécessaire. Oui, ça c'est une vraie innovation qui a été développée dans le sud de la France, à ma connaissance, qui exploite en fait le cycle de croissance des plantes et qui prend en compte le taux d'ensoleillement requis pour maximiser justement le taux de croissance. Car si ma compréhension est bonne, je suis pas biologiste, au-delà d'un certain niveau d'ensoleillement, bien la plante ne profite plus de soleil, elle en souffre au contraire, et donc c'est là qu'intervient l'ombrière pour protéger la plante et tout en produisant de l'énergie, si mes informations sont bonnes. C'est pour ça que je parlais vraiment d'une approche symbiotique, parce que il faut vraiment optimiser la totalité du système, c'est-à-dire le taux de couverture solaire que l'on va mettre au-dessus des plantes, et donc en contrôlant bien la quantité de lumière qu'on va laisser passer, et ensuite trouver les plantes adaptées. Donc il y a un avantage, c'est que du fait de cette ombrière, il y a moins d'évaporation, donc moins de besoin en eau, mais il faut trouver les plantes aussi qui soient bien adaptées, qui correspondent bien à cela. Donc c'est vraiment une approche globale du solaire en tant que production d'électricité, et puis du solaire en tant que le design adapté pour les plantes. Et là, oui, il y a vraiment des études à faire pour trouver les bons cycles de rotation des plantes, les bons moments de culture. Et là, il n'y a pas mais comme dans le solaire, il n'y a pas de solution unique, de design unique. Il n'y a pas une solution qui répond à tous les cas de figure. C'est vraiment de l'optimisation locale pour bien répondre aux besoins et en sortir le meilleur globalement. Le meilleur au sens du meilleur apport, de la meilleure rentabilité financière, hein, pour les gens qui sont au-dessous ou autour, en termes de est-ce que ça sera 50% des revenus qui proviendront de l'électricité, 50% du maraîchage, ou 20%, 80%, dans un sens ou dans l'autre. Tout ça doit être étudié fonction des possibilités d'usage de l'électricité, des possibilités de revente de l'électricité, ou des possibilités de production agricole. Donc là, il n'y a pas de réponse unique, mais là encore, il y a des possibilités de conception différentes. Alors soit avec des serres complètement fermées, soit avec des modules orientables qui peuvent être écartés plus ou moins pour assurer les fonctions ombrières telles qu'on le souhaite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les performances prévues des modules photovoltaïques dans les 5 prochaines années? Est-ce que il va y avoir un saut technologique? Est-ce que ça va véritablement évoluer vers des rendements supérieurs ou pas? Alors, au niveau des rendements, j'ai déjà évoqué quelques chiffres. Bon, au niveau des systèmes les plus courants, les plus conventionnels, on est quelque part entre, on va dire, 15 ou 20% sur toute la gamme des différents modules cristallins, au silicium cristallin,
mono, multi, perc ou hétérojonction. On va dire ce qui est communément accessible, ça va être entre 16 et 20%. Dès lors qu'on prend des modules à haut rendement, commercialement accessibles, on va être dans les 21-22%. Mais ceux-là, ils ont un premium, ils sont un peu plus chers. Donc, il faut vraiment les réserver aux usages à espace contraint. Au-delà, j'ai donné les chiffres au niveau de la recherche. La recherche, à l'heure actuelle, est sur des technologies courantes entre 24 et 25% de rendement. Et tous les enjeux, alors des perovskites, des associations perovskites sur silicium, ou de nouveaux composés, tandem ou autres, voilà, on est la plupart des technologies actuelles ont des feuilles de route pour monter progressivement de 25 à 28, voire 30% de rendement. Alors, est-ce que ça sera atteint au niveau des labos d'ici 5 ans? Oui, peut-être, je pense qu'il y a de bonnes chances, mais vous savez, il y a toujours un décalage avec le fait de rendre ça accessible à des productions en masse, et là, le délai risque d'être un peu plus long avant d'avoir commercialement des productions en masse dans la gamme 26-28%. C'est pas une question de 5 ans, c'est plutôt une question de 10 ans et d'au-delà. Voilà. Mais un continuum comme ça a avancé progressivement depuis 30 ou 40 ans. Donc, ça ne sera pas un saut visible par le particulier, par le commun des mortels. Le module va garder la même forme, la même apparence, mais toutes les avancées qui sont l'augmentation des rendements et aussi les avancées qui ne se voient pas mais qui se traduisent par des baisses de coûts, c'est finalement ce qui compte et ce qui est très important pour tout un chacun. Et ça, comment dire, les ruptures technologiques peuvent être au niveau d'un process, mais finalement, sur le produit final, la rupture technologique ne se voit pas, parce qu'on est toujours sur une plaque de verre rectangulaire qui a 2 bornes plus et moins, et finalement, sur le produit final, il y a peu de changements, alors qu'il peut y avoir à l'intérieur, avec des nouvelles technologies de soudure des cellules ou des nouvelles technologies ou architecture de cellules, il peut y avoir des ruptures, mais qui finalement sont peu visibles parce qu'elles se traduisent par des baisses de coûts ou des augmentations progressives sur les rendements. Très bien, merci Monsieur Malbranche. Bon, merci pour votre intervention et en tout cas pour le temps que vous nous accordez, de loin d'ailleurs, il faut le préciser. Le soleil qui vous entoure en témoigne par rapport à nos contrées. Je vais donner la parole à représentant de l'hydrogène, Monsieur Bertrand Chapuis, qui est directeur innovation au niveau de Energy Observer. Donc Bertrand, bonjour et merci d'être avec nous. Merci de commencer par nous dire qu'est-ce que c'est Observer déjà et comment ça a été créé, puis c'est quoi la genèse de l'histoire. À partir de là, quelles sont les orientations en matière d'innovation et d'intégration industrielle qui sont aujourd'hui planifiées ou en tout cas à l'horizon et ciblées par Energy Observer. Et bonjour Ahmed et merci de ton introduction. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la genèse d'Energy Observer qui après ensuite a donné Energy Observer Development. Donc moi j'ai préparé quelques slides, mais rapidement avant de vous les présenter. Donc Energy Observer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bateau. La particularité de ce bateau, c'est qu'il est complètement autonome en énergie. Il produit non seulement son énergie de propulsion, mais son énergie de bord aussi.
Alors, comment on produit cette énergie sur ce type de bateau? On produit l'énergie grâce aux ENR, donc c'est les énergies renouvelables, avec un mix énergétique à bord. Donc, je rappelle, on n'embarque pas de carburant fossile. L'énergie primaire qu'on utilise majoritairement, ça va être essentiellement le soleil. On a le vent aussi, bien sûr, et on a aussi intégré à bord du bateau une chaîne complète d'électrolyse pour produire de l'hydrogène, le stocker et le réinjecter dans une pile à combustible pour fabriquer l'énergie du bord et aussi l'énergie de propulsion. Donc ça, c'est le bateau Energy Observer hein, qui sillonne les océans depuis. Merci beaucoup pour la présentation. Voilà. Donc ici, on le voit en vue aérienne. Et juste derrière, on a un petit film qui présente assez bien l'historique du bateau. Et voilà. Alors, si vous pouvez relancer le petit film. Alors, je crois qu'il faut cliquer sur la slide pour lancer la vidéo. Pof. De la régie qui peuvent le faire, je n'ai pas la main là-dessus, Bertrand. Sur la régie devrait pouvoir lancer. Ah, ça marche pas. Bon, bah pas de chance, c'est pas grave. Pourtant, ça a fonctionné hier. Donc, bah, on peut passer au slide suivant, si c'est possible à la régie. Voilà. Donc, la présentation générale d'Energy Observer. Donc, c'est une odyssée hein, qui autour du monde à travers ce bateau. Et l'idée de ce démonstrateur, c'est d'intégrer différentes technologies pour rendre autonome ce bateau et surtout de valider ces technologies pour ensuite les proposer à travers Energy Observer Development, qui a été créé en 2019. Donc l'idée, c'est de valider, comme je vous le disais, tout un tas de technos. Alors il y a des technos qui ne fonctionnent pas. Hein. Au tout début, on avait par exemple à la place des voiles qu'on appelle les Ocean Wing, maintenant on avait des éoliennes verticales qui n'avaient pas un rendement suffisant et qui ajoutaient de la traînée plutôt au bateau, qui le freinaient. Donc on les a remplacés par ces voiles hein, qui sont des voiles révolutionnaires. Et c'est tout l'objet de ce bateau, c'est-à-dire on va essayer des choses dans des conditions très difficiles, hein, puisque le milieu marin, c'est assez compliqué. On le voit bien actuellement avec les courses de bateaux à travers le monde, hein, qui sont compliquées. On est dans des conditions sévères. Donc nous, on va tester, qualifier, valider, expérimenter, améliorer tous les systèmes qu'on embarque pour arriver à cette autonomie énergétique hein, sur les bateaux. Alors pas que, parce que le bateau effectivement nous sert démonstrateur, on le considère comme un site isolé, on est off-grid, et c'est des solutions après que nous on va appliquer pour le grand public, si je puis dire, sur Energy Observer Development. Donc si on peut passer le slide suivant. Voilà, donc ça c'est l'odyssée du bateau hein, qui sillonne les océans, que je vous l'expliquais. On a déjà fait beaucoup de milles. On rayonne à travers le monde puisqu'on fait beaucoup d'escales. Et à travers ces escales, on rencontre beaucoup de personnes à tout niveau, hein, que ce soit étatique, au niveau des entreprises, qui sont très intéressés pour découvrir cette technologie. Et nous, non seulement on a cette odyssée, mais on leur explique factuellement comment adapter cette technologie en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Hein,
Donc c'est un vecteur puissant effectivement d'opportunités sur tout ce qui est relations publiques. Donc là, je vais pas vous faire la liste complète de tous les gens qu'on rencontre, mais on rencontre beaucoup de monde. Donc c'est très très intéressant de voir cette appétence maintenant autour de cette nouvelle technologie qui est l'hydrogène. Hein. On voit bien que, comme le disait tout à l'heure Ahmed, on a une forte demande sur ces technos-là. Donc nous, on a un village didactique qui suit le bateau, hein, c'est-à-dire qu'on explique à travers différents modules qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait cette odyssée, et les applicatifs qu'on va pouvoir trouver derrière, parce qu'on a aussi un gros travail d'éducation. Hein, on communique beaucoup avec les enfants, les jeunes enfants, on reçoit beaucoup d'écoles, d'universités qui viennent nous voir. Et ça fait partie aussi de notre mission, c'est à préparer non seulement le futur, mais aussi le présent à travers la jeunesse. Voilà. Donc, si vous pouvez passer le slide suivant. Donc, à la suite de ça, comme je vous l'expliquais, on a créé Energy Observer Development, qui a à peu près 1 an maintenant. Donc, cette création d'entreprise s'est caractérisée par un closing d'une levée de fonds de 20 millions d'euros en septembre de cette année, qui nous permet maintenant de développer nos produits afin de les commercialiser. Donc, on a plusieurs secteurs au sein de Energy Observer Development. On a un bureau d'études qui s'appelle Energy Designer. Donc, ce bureau d'études, il est capable de travailler sur tout système énergétique, même voire écosystème énergétique, avec bien sûr la brique hydrogène. Donc, on est capable de calculer, de modéliser pour avoir un rendu non seulement technique, mais aussi financier, parce qu'on voit bien que sur tous ces projets qui sont de plus en plus importants, il faut parler effectivement de CAPEX, d'OPEX, de TCO, et nous, on est capable, à travers notre bureau d'études, on a développé des outils au sein de ce bureau d'études pour modéliser tout cet environnement énergétique. Alors, ça peut être aussi bien dans le tertiaire, mais aussi le maritime, puisque c'est dans notre ADN, mais on peut travailler sur des sites isolés, des environnements portuaires, donc on est tout à fait capable de faire un rendu sur un écosystème. Voilà. On a un produit qui est en phase de finalisation, voilà, qui s'appelle le GEH2. Alors c'est un groupe électrohydrogène qui ne fait pas de bruit et qui ne pollue absolument pas, puisque le carburant utilisé sur ce groupe, c'est de l'hydrogène. Donc l'idée, c'était de proposer un groupe non polluant, qui ne fasse pas de bruit, avec une puissance suffisante, puisqu'on est à 100 kVA, en intégrant une pile à combustible. Donc la pile à combustible, on a un partenariat avec Toyota. Donc c'est un partenariat fort, puisqu'on utilise la pile à combustible de chez Toyota, qui est issue de la mobilité. Et pourquoi on a fait ce choix? Tout simplement parce que c'est des piles qui sont abouties au niveau industriel et qui ont une durée de vie très importante. On est au-delà de 30 000 heures. Donc Toyota est devenu un de nos partenaires pour réaliser ce produit et on utilise essentiellement la pile à combustible Toyota qui est utilisée sur l'Amirail, qui est au sein de leur gamme, mais qui va bientôt être diffusé sur tout un tas de véhicules par Toyota. Donc on a aussi mis au point le Rex H2, donc c'est toujours la pile Toyota, mais cette fois-ci intégrée dans le milieu maritime. Là, on a intégré un bateau dans lequel on a mis cette fameuse pile. Et là, on s'est occupé de la chaîne complète, c'est-à-dire non seulement on met la pile, mais on fait aussi le stockage haute pression sur le réservoir à 350 bars, tout ce qui est propulsion et effectivement stockage batterie. Donc là c'est un bateau type bateau, si je puis dire loisir, mais bien sûr qu'on travaille aussi sur des bateaux navettes à passagers, bateaux de transport, bateaux de pêche. C'est une application qui peut être intégrée sur n'importe quel type de bateau, quoi. Et encore une fois, l'avantage, c'est que le bateau ne pollue pas, ne fait pas de bruit, grâce à cette techno hydrogène.
on a mis au point aussi, enfin c'est en cours de développement une station qu'on appelle STS-H2, donc c'est une station qui va produire son hydrogène et qui va pouvoir se déplacer dans un environnement maritime. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir aller refueler par exemple une flotte de bateaux qui est propulsée à l'hydrogène. Donc là on va électrolyser via le grid et on va pouvoir stocker l'hydrogène à bord et enfin pouvoir distribuer cet hydrogène aux utilisateurs. Enfin, si je puis dire, c'est comme une station-service mobile, quoi. Hein, mais cette fois-ci dans un environnement portuaire. Donc voilà, sur cette application. Donc notre organisation, que je vous le disais, on vient de lever 20 millions d'euros, donc on a nos actionnaires, nos tout premiers actionnaires. Hein, donc on a le groupe Avcor, Telem, groupe Oneyer et Amphil. Donc sur la droite, on voit nos partenaires stratégiques industriels. Donc comme je vous le disais, Toyota. On a le groupe Eneria. Donc Eneria, c'est la famille Moneyer. Enfin, c'est Eneria Caterpillar qui nous fabrique nos groupes, puisque il nous fallait absolument un industriel pour pouvoir diminuer les coûts sur la fabrication des groupes. Et on a tissé un lien fort avec eux, et non seulement fort, puisqu'ils sont devenus aussi actionnaires au sein d'Energy Observer développement. On a fait aussi l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle F-System qui nous fabrique nos batteries. Donc c'est des batteries qui sont certifiées automotives et marines. Donc c'est des batteries qu'on va pouvoir utiliser non seulement dans la mobilité mais le stationnaire. Hein, c'est des gens qui savent faire ça depuis très longtemps. On fait l'intégration de nos piles à combustible dans les bateaux avec une entreprise qui s'appelle Alternative Energy. Alors l'hydrogène, majoritairement, nous on va le sourcer chez Air Liquide ou Engie, mais nous on veut absolument utiliser de l'hydrogène vert. Donc il y a des fournisseurs d'hydrogène vert qui sont en train de monter des offres afin de pouvoir distribuer cet hydrogène qui ne vient pas de vaporéformage, hein, qui est l'hydrogène noir. Donc l'hydrogène vert, majoritairement, il est fait à partir d'énergie renouvelable, donc d'électrolyseurs ou de biomasse ou d'éolien ou un mix énergétique. Donc nous, on utilise exclusivement de l'hydrogène vert. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Ce que tu nous présentes, très, je dirais très avant-gardiste, mais je dirais quelle place, de ton point de vue, tiendra ou prendra l'hydrogène dans la société en termes d'application? Comment est-ce qu'on C'est une très bonne question, Ahmed, mais la difficulté qu'on a actuellement sur l'hydrogène, c'est le coût qui sont liés aux différents matériels utilisés. Maintenant, à travers tous les plans nationaux qui sont lancés à travers le monde, hein, la Chine investit massivement, la France s'y met, on voit qu'il y a vraiment une appétence autour de ces technologies-là. Maintenant, je reprends les propos tout à l'heure de Monsieur Villeneuve. Nous, on considère qu'on fera partie d'un mix énergétique. Voilà, il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire, mais on fera partie d'un mix énergétique qui pourront apporter, dans certains cas de figure, une rentabilité et une facilité d'usage, et dans d'autres, ça sera juste pas possible, parce qu'on n'arrivera pas à l'équilibre. Donc, on considère qu'on fera partie d'un mix. On voit bien la mobilité va tirer l'hydrogène, hein, puisque maintenant il y a quasiment tous les grands constructeurs mondiaux, non seulement de voitures mais de bus, hein, commencent à travailler sur ces technos-là, mettent sur le marché des produits. Donc on est vraiment en phase de démarrage. Maintenant, je dirais plus il y aura d'usage, plus la filière sera de plus en plus forte et on pourra diminuer les coûts de production. Mais on est vraiment sur la très bonne voie, hein, parce que
je dirais, ça diminue significativement, pardon, tous les ans, hein. Qu'en est-il par rapport à l'apport de l'autonomie énergétique? Quel rôle pourra jouer justement dans cette notion d'autonomie énergétique l'hydrogène? L'hydrogène apporte l'autonomie énergétique parce que c'est un stockage long. Par rapport à une batterie où on va avoir un stockage court, l'hydrogène a un stockage assez de vertu qu'on peut le stocker et le garder très longtemps. Donc, on peut imaginer stocker l'hydrogène et l'utiliser dans 6 mois. Donc, pour vous donner à peu près un ordre d'idée, 1 kg d'hydrogène, ça correspond à peu près à 33 kilowatts. Et l'hydrogène, on peut le compresser, on le stocke en compression ou en phase liquide, mais on peut l'utiliser, comme je te le disais, 6 mois après. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stocker des grosses quantités d'hydrogène, ce qui nous fait un stockage tampon assez important. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec, hein, un équilibrage de réseau. On peut faire du peak shaving, du power to gas. On peut faire beaucoup de choses avec l'hydrogène. Mais c'est surtout un stockage, l'applicatif, c'est un stockage long. Alors bien sûr, dans la mobilité, il commence à être utilisé, hein, mais c'est une autre application. Là, on est plutôt pour venir challenger le prix du carburant fossile. Donc on pense que nous, enfin tout le monde s'accorde à dire qu'à 2024-2025, on sera à peu près à 6 euros le kilo d'hydrogène. Actuellement, il est plutôt à 12-14. Donc on va arriver vraiment à des solutions très intéressantes. Oui, je crois savoir qu'il y a déjà des solutions, par exemple, pour propulser des scooters. C'est des sortes de canettes qui viennent et qui alimentent des scooters électriques en direct à des prix qui sont relativement compétitifs. Est-ce que c'est comparable, c'est pas comparable? Oui, de toute façon, comme je te disais, c'est l'applicatif, enfin, c'est le carburant, si je puis dire, c'est l'hydrogène. Alors, qu'il soit embarqué dans une petite cartouche, je vois très bien le produit, ou qu'il soit sous forme gazeuse dans des réservoirs comprimés, par exemple sur une Mirai, la voiture de chez Toyota, on est à 700 bar. La molécule, c'est ça, la finale, le carburant. Donc oui, les coûts commencent à être vraiment très intéressants, mais il faut produire massivement cet hydrogène. Il y a quelque temps, on s'interdisait enfin, c'est pas qu'on s'interdisait, enfin c'était pas très très bien vu d'électrolyser sur le grid. Enfin, quand je dis le grid, c'est le réseau, hein. Maintenant, on sait très bien que la transition énergétique pour fabriquer cet hydrogène passera par l'utilisation aussi de parcs nucléaires, c'est-à-dire de centrales qui produisent majoritairement l'électricité qu'on a chez nous. Donc voilà, après on peut utiliser, comme je disais tout à l'heure, le photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, enfin, tout ça c'est un mix qui fait qu'on pourra produire l'hydrogène de différentes façons pour ne plus produire cet hydrogène noir, hein, qui est issu de tout ce qui est l'environnement pétrochimie, hein, donc le vaporéformage, toutes ces choses-là. Mais oui, pour revenir sur ces fameuses canettes, hein, effectivement, oui, je connais bien le produit, c'est très intéressant. Est-ce que pour le stockage, je dirais, la haute pression ne va pas constituer à défaut d'un frein pour des raisons de coût? Les bonbonnes de stockage haute pression, bon, je sais qu'aujourd'hui on peut stocker de la très haute pression avec de la fibre de carbone tressée, mais c'est quelque chose qui reste horriblement cher aujourd'hui. Rien que la bonbonne seule, vite, capable de supporter de telles pressions. Comment tu vois la chose? Comment ça peut évoluer ça? Effectivement, le stockage. Bon, j'ai essayé de régler la lumière. Excusez-moi, je suis en contre-jour. Euh, effectivement, le stockage haute pression,
c'est majoritairement utilisé actuellement. Donc on est sur des pressions, on commence à 200 bars, 350 bars, 400, 500, et puis voire 700 bars. Donc 700 bars, c'est ce qui est utilisé par exemple dans les voitures. 350 bars, majoritairement utilisé sur les bus parce qu'il y a plus de place. Oui, alors tu as raison, c'est un instant où on se parle, l'écueil, si je puis dire, le point de blocage. C'est le stockage, parce que le stocker de l'hydrogène, c'est compliqué parce que c'est un gaz très léger, hein, donc voilà, il faut le comprimer très fort pour en mettre des quantités importantes. Maintenant, tout industriel qui fabrique les réservoirs travaille sur des technos qui sont sur le point d'émerger. Alors il y a effectivement la mobilité, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur le stockage liquide, où on va pouvoir injecter de l'hydrogène dans une certaine phase, enfin un certain type de liquide, qui va nous restituer cet hydrogène avec un mode de restitution dédié. Ce qui est intéressant dans cette techno-là, c'est qu'en plus, on va pouvoir transporter cet hydrogène massivement et sans aucun danger. Hein, c'est-à-dire que l'hydrogène, c'est un gaz qui peut être compliqué, mais comme plein de gaz, hein, je dirais comme du carburant. Donc, on maîtrise parfaitement maintenant tous les problèmes sécuritaires liés à l'utilisation de la molécule. Mais il y a aussi le stockage liquide à très basse température. Hein. Pour vulgariser, c'est ce qu'utilisent des gens comme Arianespace, enfin Ariane Group, hein, quand ils envoient des satellites, s'ils utilisent effectivement au sein du lanceur de l'hydrogène qui est en phase liquide au début. Donc on voit que effectivement le point clé pour l'instant, ça va être le stockage, pour pouvoir stocker des grosses quantités pour avoir une autonomie importante. Mais c'est des solutions qui vont sortir assez rapidement. Ça vous permet de faire la transition, de revenir à Pierre Villeneuve pour l'air comprimé. L'air comprimé qui connaît très certainement les mêmes problèmes en termes de solutions de stockage, des bouteilles d'air comprimé. Bon, ce sont pas des bouteilles simples. La complexité doit être complètement similaire, avec des grosses pressions à tenir si on veut avoir des capacités de restitution intéressantes. Pierre, est-ce que tu peux nous confirmer, nous donner ton point de vue sur ces stockages? Oui, c'est sûr que hydrogène, air, ce sont des gaz. L'avantage que l'on a, évidemment, au-delà du fait qu'on n'a pas l'explosivité, c'est pas un gaz comme l'hydrogène, le méthane, c'est que c'est un gaz dont les molécules sont beaucoup plus grosses. Donc, on n'a pas le même problème de les bonbonnes qui doivent stocker l'hydrogène doivent avoir cette capacité de retenir des moles très très fines. Nous, on n'a pas ce problème-là. Dans le stockage statique, on utilise nous aujourd'hui des pressions de 250 jusqu'à 450 bars dans des réservoirs acier. Donc là-dessus, ce sont des technologies un peu plus simples. Et je dirais que l'ensemble de la chaîne, et je le disais tout à l'heure, on a chacun nos avantages et nos défauts. Mais dans l'ensemble de la chaîne, l'air comprimé a un environnement beaucoup plus simple. Des compresseurs existants, on part du compresseur de plongée sous-marine, du compresseur pour les bonbonnes des pompiers, jusqu'à des grands compresseurs industriels, mais ce sont des choses existantes. Les bonbonnes, même chose. On profite de la recherche qui se fait sur l'hydrogène, on profite de cette capacité d'aller les Scandinaves ont des bonbonnes jusqu'à 1000 bars en ce moment, et tout ça, on va en profiter. C'est vrai que pour aller vers ces pressions-là, les coûts sont élevés, mais justement, on se retrouve aujourd'hui avec des bonbonnes à 350 bars à des prix, je dirais, relativement raisonnables. Donc, on est, je dirais, un petit peu derrière. On est une technologie plus légère, je dirais, la chaîne elle-même, et il y a pas la fabrication
de l'hydrogène, ensuite son stockage, la pile à combustible, on est sur quelque chose, on compresse l'air, on l'utilise. De la même façon, on peut le garder 6 mois, 1 an, ou l'utiliser dans la soirée après l'avoir stocké dans la journée. Environnement plus simple, contrainte, un peu plus de poids, un peu plus de volume. Voilà. Je sais qu'Antos Air Power a développé des solutions comment dire, de remplissage de ces bonbonnes très performantes. Les expériences que vous avez menées pour des minibus, typiquement, vous êtes capable de recharger en quelques minutes 200 km d'autonomie à peu près, si mes souvenirs sont bons. Oui, pardon. Comment vous appréhendez la recharge? Alors aujourd'hui, volontairement, on se limite à des autonomies qui ne dépassent pas les 200 km. On ne cherche pas aujourd'hui, de façon obsessionnelle, à dépasser les 200 km sur des véhicules utilitaires, véhicules donc qui pourront servir du fourgon de transport aux véhicules réfrigérés ou de façon générale la livraison le dernier kilomètre, tout ce marché qui est énorme et qui fait qu'on ne va pas chercher à atteindre des autonomies qui vont dépasser les 200 km. On voit, comment dire, il y a très peu de demandes aujourd'hui, donc les prix vont avec cette relativement faible demande. À partir du moment où on peut offrir une solution économique, facile à installer et à entretenir, il va y avoir une augmentation du volume très importante. On discute en ce moment avec des flottes de 20 000 véhicules. Ça pourrait permettre d'abaisser les prix assez rapidement. Et ce que tu mentionnais, la recharge rapide. Donc ça, c'est un des développements qu'on fait en Normandie. C'est de pouvoir faire une recharge de véhicules pour 150 km en moins de 5 minutes. Donc, avantage évidemment face à la batterie. Et on se retrouve un peu comme l'hydrogène dans ce cas-là. Voilà, donc on a un positionnement qui cherche à offrir des solutions simples. Je dirais une super invention, un brevet étonnant parce qu'il a permis de donner des performances qui n'avaient jamais été atteintes. L'air comprimé, ça existait il y a plus de 100 ans. Hein. Ça a été utilisé dans les tramways à Nantes et ailleurs il y a plus de 100 ans. Mais il n'y avait pas de performance. On avait vraiment besoin de stockage énorme, on avait besoin de réchauffer. Nous, on est en air pur, air simplement, il n'y a pas d'obligation de réchauffer, il n'y a pas d'hybride avec un gaz pour réchauffer, avec des rendements étonnants. Donc, mais je dirais une technologie low-tech, ce qui nous ouvre des marchés aussi, marchés émergents, où on pense qu'il peut y avoir que ces marchés peuvent adopter une technologie aussi innovante rapidement, comme ils l'ont fait pour le téléphone portable ou autre. Donc, voilà. Oui, donc si je résume, l'air comprimé, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire se déplacer, de la mobilité. On peut produire de l'énergie. On peut produire du froid. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai oublié quelque chose là. Je présentais tout à l'heure le système, si je reprends la diapositive ici, je ne sais pas si elle sera vue, qui permet de mettre en synergie l'ensemble des énergies et l'ensemble des utilisations. Donc c'est une nouvelle façon de produire de l'énergie et une nouvelle façon de l'utiliser. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'offrir un environnement village non connecté évidemment, quartier de ville ou industrie, l'ensemble de ses besoins, chaleur, froid, électricité et mécanique principalement pour la mobilité. Et c'est vraiment de créer ces environnements où on utilise vraiment toutes nos ressources. Donc c'est vraiment j'ai des ressources. Tout le monde a des déchets, tout le monde a du soleil à un moment ou à un autre, éventuellement du vent, de la des micro-hydrauliques, et ça nous ouvre énormément
de potentiel. Et la réaction des gens, la réaction des communes, des industries est extrêmement. Elle demande. Aujourd'hui, on est en arrière sur la demande, je dirais. Il suffit qu'on présente ces opportunités pour qu'on nous dise oui, on installe quand. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est de développer ces produits, de compléter les premiers produits qu'on a développés pour offrir des solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'être adossé à Hydro-Québec, qui est quand même une structure très importante avec des investissements énormes, tant dans l'hydrogène que dans la batterie, et qui aujourd'hui, avec qui on a signé un accord pour développer des systèmes assez intelligents qui ont comme objectif d'équilibrer les réseaux, non pas par le haut, mais par le bas, donc par les utilisateurs, transformer les utilisateurs, les immeubles, les industries, en producteurs d'énergie pour des petites périodes avec des groupes électrogènes à air comprimé. Et l'air qui sort des routeurs qui sont customisés, en tout cas qui sont modifiés au niveau en haut, au niveau de la culasse, quelle est cette qualité d'air? Je pose la question pour des raisons environnementales. Quelle est la qualité? Tu dis qualité d'air, c'est-à-dire que on utilise de l'air qui, selon les environnements, sera filtré, sera séché, ou tout simplement l'air ambiant. On travaille en ce moment sur certains prototypes qu'on fait tourner depuis plus d'1 an avec de l'air ambiant, non séché, non filtré, pour des raisons de test et de validation. Mais on peut travailler aussi dans un environnement d'air absolument pur. On peut filtrer l'air à la sortie aussi. Donc, je dirais que ce sont des environnements relativement connus, jamais utilisés comme on les utilise, et jamais avec cette capacité de reproduire autant d'énergie, mais on est dans un environnement où les outils existent. Parce qu'on peut dire donc que la solution préconisée n'introduit aucune pollution au niveau de l'air. Non, c'est évidemment on a étudié pour des environnements, entre autres très très froids, le Sibérie, Grand Nord canadien, d'utiliser éventuellement l'hydrogène pour réchauffer et augmenter l'efficacité. Donc il y a des questions sur l'hybride, mais à la base, et on essaie de s'y tenir, on est 100% air pur, sans autres ajouts. Et aujourd'hui, on travaille donc avec des moteurs existants, je peux les nommer, des moteurs de chez Renault, des moteurs de chez Cummins, et on retient notre envie de développeur de réinventer la roue et de démarrer sur d'autres, sur notre, comment dire, des moteurs 100% from scratch, partie de zéro. On continue à travailler sur des technologies existantes qui nous ont apporté certains avantages, c'est-à-dire que les défauts d'un moteur existant, c'est-à-dire la friction d'un moteur thermique, nous aident énormément en créant de la chaleur et nous aident à garder un environnement avec une température relativement élevée, qui est le problème de l'air comprimé. C'est que quand on détend l'air, on tombe à des températures très 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 froides et l'énergie, elle est dans la chaleur. Donc tout ça, on a appris avec les années à le maîtriser le mieux possible, à réutiliser. C'est aussi un autre élément important dans un environnement, dans une synergie de ressources. Toute chaleur fatale, toute chaleur qui serait perdue d'un système de traitement de déchets, d'un système industriel, ce sont des kilowatts électriques que nous, on va reproduire. Donc, si je capte un petit peu de chaleur, soit devant un minibus qui roule parce que c'est de la chaleur, soit d'un process industriel, je crée gratuitement des kilowatts mécaniques et électriques. Absolument, absolument. Non, mais c'est vraiment très innovant et à mon avis, et c'est ce que je souhaite en Tosser Power. Il y a un très joli futur pour tous ces développements aujourd'hui. Alors, je suis très étonné. Je n'ai aucune question. C'est très très peu de questions que j'ai déjà relayées, auxquelles vous avez tous déjà répondu de la part de l'assistance. Bon, peut-être que pour moi, ça signifie que vous avez été très convaincant.
Vous avez été très didactique aussi, que tout le monde a bien compris tout ça. Ben, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait le tour à peu près des interventions qui sont prévues dans ce panel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, à vous remercier pour votre participation. Je voudrais quand même vous laisser faire un dernier tour, vous laisser le mot de la fin. Donc je laisse à toi de commencer, comme tu as été le dernier à intervenir. Bertrand, le mot de la fin pour ce panel. Oui, merci Ahmed. Je suis assez d'accord avec Monsieur Villeneuve, c'est que voilà, c'est des technologies qui ont chacune leurs défauts et leurs avantages. Maintenant, voilà, on est dans un mix énergétique, comme je disais tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Mais à terme, l'idée, c'est de se passer de ce carburant fossile qui nous amène beaucoup de problèmes actuellement en termes d'émissions, mais qui est quand même majoritairement utilisé sur la planète. Donc, on va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Voilà, Energy Observer est un acteur et un des acteurs qui entame cette transition en proposant des produits vraiment en rupture, effectivement centrés sur l'utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique. Voilà. Merci Bertrand. Donc, est-ce que Philippe Malbranche est toujours avec nous? Je ne sais pas. Je sais qu'il avait une contrainte, c'est pour ça je pense qu'il a dû nous quitter. Et donc, je passe la parole à Pierre Villeneuve pour un dernier mot et clôturer. Merci évidemment, merci Ahmed et à l'équipe autour de toi. On a la chance, nous, de travailler dans un environnement passionnant. On a, je dirais, le problème d'avoir une idée tous les jours nouvelle de ce qu'on peut faire avec ces outils. On est ouvert à entendre et à essayer de développer des choses avec des gens qui ont cette même passion, des opportunités, des problèmes. Souvent, tout ça démarre avec un problème. Donc, on est là pour accueillir et partager ces interrogations et essayer de trouver des solutions. Je pense que avec des technologies simples comme celle-là, on peut d'abord transférer de la connaissance un peu partout dans le monde. On peut pas faire vraiment de l'open source comme dans le logiciel, mais il y a un côté où on peut transférer cette connaissance puisqu'elle est facile à mettre en exploitation et on est là à l'écoute. Merci beaucoup. Merci à toi Pierre, merci à tous en tout cas pour votre participation, merci à l'équipe organisatrice. Et donc je clôture ce panel et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Baroudi. Merci beaucoup à tous les intervenants sur ce panel du matin. Maintenant, nous vous proposons une petite pause et nous allons reprendre à 11h30 pour notre dernier insight avec Monsieur Ourmide, représentant du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement du Royaume du Maroc, également accompagné d'experts dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et je vous laisse rester avec nous pour la clôture de notre programme de conférence. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à 11h30.